Dans les équipes professionnelles, j'ai attiré leur attention sur 2-3 points. J'aurais dit d'essayer de continuer, mais les données pouvaient changer. Elles ont changé d'ailleurs. Oui, alors quels étaient ces points particuliers? Les points particuliers, c'était la reprise du marquage sur Pacheco, ou des détails comme ça. Et ce qui a changé, c'est le vent d'abord, qui n'a pas changé, mais nous étions contre lui. Et ensuite, eh bien, sûrement un peu de fatigue, car notre équipe qui s'était remise un petit peu dans l'allure de sa très bonne allure, n'avait eu en une semaine pas le temps d'être dans le coup pour 90 minutes. Et je pense que nous avons fléchi physiquement par manque de préparation foncière. Quand on fait des matchs, ça n'équivaut pas de la préparation foncière. Le fléchissement au Auxerrois, il va survenir après les 10 premières minutes de la seconde mi-temps. Fatigue certes des Français, mais surtout pression terriblement accentuée des arrières portugais qui, on le savait, sont de redoutables attaquants. Vous avez vu le tir sur la barre de Carlos Xavier. Auxerre a de plus en plus de peine à ressortir le ballon. Ferreri s'y emploie, mais il a toujours 2 adversaires sur le dos. Et le but ici se prépare par Souza. Yanash le contre une première fois. Pacheco récupère pour Jordao, Souza, Jordao à nouveau et Fernandez seul devant Batz. Fernandez était-il hors jeu? Au moment où le ballon quitte le pied de Jordao, nous avons tracé en orange la ligne de hors-jeu. Fernandez est en deçà de Yanash Eboli, il n'est pas hors jeu. Mais à l'œil nu, c'était très difficile à dire, bien sûr. Comme il se doit, le Sporting essaie de faire le trou tout de suite. Image curieuse, Venancio, le stopper, en position d'ailier face à Yanash. Et c'est aussi un premier festival de l'arrière, Georges. Venu à la rescousse, Batz repousse du pied et Dagneau met en corner. Didier s'acquitte très bien de son rôle presque exclusivement défensif ce soir. C'est lui qui renvoie de la tête. Et sur le tir de Fernandez, Batz était là. Il va longtemps préserver pour ses coéquipiers les espoirs d'égalisation. Des espoirs qui auraient pu se concrétiser ici à la 60e minute. Ferreri intercepte, relais avec Zarmak. Jean-Marc tente de dribbler Damas qui ne se laisse pas prendre. Le vétéran est au moins aussi rusé que ses vis-à-vis. 3 minutes plus tard, Dagneau, Charles, Fiard. Cuperli, Ferreri, ça tourne bien à Auxerre. Et Zarmak, d'habitude, ne rate pas ce genre d'occasion. Le tournant de ce match, en fait, est-ce qu'il n'est pas au moment où les attaquants ratent 1 ou 2 buts? Si, mais je pense qu'il ne faut pas incriminer un tel ou un tel. Bon, c'est sûr qu'à 1-0, on a une occasion de but, ça change tout, ça fait 1. Voilà, arrivé, on prend un deuxième but et c'est le football, ça arrive, mais c'est dommage. Vous avez été impressionné, vous qui êtes un joueur technique, par la technique des Portugais en général? Oui, c'est sûr, ils ont un jeu, ils s'affolent pas, ils jouent bien, ils sont très techniques. Et ils sont derrière, ils sont corrects, c'est des joueurs qui s'apparentent aux footballeurs brésiliens. C'est sûr que ce sont des très bons joueurs, surtout derrière. Ils ne font pas de faute et ils sont très techniques pour des défenseurs. On a vu un tir de Venancio, voici une nouvelle occasion pour Jordao à bout portant et il échoue sur son rival du championnat d'Europe. Un orage de 3 ou 4 minutes bien difficile à essuyer. Les Auxerrois, très occupés en défense, ne contrôlent plus du tout le ballon dans l'entrejeu. Le manque de préparation foncière dont parle Giroud. Et voici Mario Jorge dans son numéro à la brésilienne. Mais Batz connaît la musique. Alors, tout est encore possible en cette 70e minute. Ferreri lance Zarmak, qui a encore Garande à sa gauche, mais Oceano est bien revenu pour gêner le tir du capitaine. Et sans problème, on dégage en touche. Coup franc de Fiard. Dagneau est là pour profiter de l'hésitation portugaise, mais un peu en retard. À ce moment, le score pourrait aussi bien être de 1-1 que de 2-0. Et quelle intensité! Une tête de Litos, Batz est sorti et Cuperli est là pour le remplacer.
Le camp n'est pas dégagé pour autant, même si l'assaillant se précipite un peu, comme Pacheco dans son prochain tir. Le point de rupture pourtant est atteint, il reste 9 minutes à jouer. Charles rate sa passe, Eldon, le vrai Brésilien qui a remplacé Jordao, récupère, donne à Pacheco, qui peut s'avancer seul et tirer dans la foulée. Les 70 000 spectateurs du stade Al-Walad n'attendaient que ça. Au ralenti, on va voir la part prépondérante prise sur ce but par Manuel Fernandez, plein centre, un exemple de jeu sans ballon qui a surpris Boli. Pourquoi pas 3-0 maintenant, se disent les Portugais, cela assurerait presque un match retour de tout repos. Une main de Fiard, jugée involontaire, une talonnade de Litos, tir de Pacheco. Il reste 5 minutes à tenir. Pacheco, un meneur de jeu que le Sporting doit bien être content d'avoir ravi au FC Porto. Pacheco sera redoutable jusqu'au bout. Il donne à Georges le dernier bon ballon. L'excellent arbitre, M. Lozer, un Autrichien, n'a jamais craint de sanctionner le Sporting devant son bouillant public. Quand il siffle la fin, dans quelques secondes, quand il siffle la fin, les joueurs vainqueurs n'exultent même pas. Ils savent bien que 2 buts d'avance, ce n'est pas tout à fait suffisant pour dormir tranquille pendant les 15 prochains jours. « 2-0, pour vous, c'est pas perdu ?» Pas du tout. Nous allons tout faire au cours du prochain match pour essayer de remonter ça.